La vérité que personne ne dit sur l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Bienvenue dans notre podcast. Je suis Adams, votre animateur, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet brûlant avec une invitée exceptionnelle. Fatoumata Diawara, fondatrice de DigiAfrica Solutions et figure emblématique de l'entrepreneuriat numérique sur le continent. Vous êtes prête à dire les vérités que personne n'ose prononcer ? Bonjour Adams, et merci pour cette invitation. Oui, je suis absolument prête, et il est temps de briser les mythes et d'exposer les réalités de l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Trop de personnes vendent des rêves sans montrer la face cachée de cette aventure. Aujourd'hui, nous allons parler vrai. Alors commençons fort. Vous dirigez DigiAfrica Solutions depuis maintenant 7 ans. Une entreprise qui a révolutionné les solutions de paiement mobile dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Mais avant de plonger dans les détails, dites-moi, quelle est la plus grande illusion véhiculée sur l'entrepreneuriat numérique en Afrique aujourd'hui ? La plus grande illusion, c'est qu'il suffit d'avoir une bonne idée et un smartphone pour devenir millionnaire. On voit ces success stories d'entrepreneurs africains qui ont levé des millions et tout le monde pense que c'est facile. Mais la réalité est brutale. 90% des startups africaines échouent dans les 2 premières années. Et personne ne parle des conditions dans lesquelles nous travaillons. Des pannes d'électricité quotidiennes, des connexions Internet qui coupent en pleine négociation avec des investisseurs internationaux et une pression familiale immense pour réussir rapidement. Parlons justement de ces conditions. La connectivité est présentée comme le grand miracle africain. Pourtant, c'est un cauchemar quotidien. Je me souviens d'une visioconférence cruciale avec des investisseurs de la Silicon Valley. J'étais à Dakar, dans mes bureaux. Tout était prêt. Ma présentation était parfaite. Et puis, 5 minutes avant le début de la réunion, coupure totale d'électricité dans le quartier. Mon équipe a dû courir installer un générateur de recours. J'ai fini par rejoindre l'appel avec 15 minutes de retard, en sueur, essoufflée et avec l'investisseur qui me regardait comme si j'étais une amateur. Ces situations, nous les vivons toutes les semaines. Et pourtant, on nous demande d'être aussi performants que nos homologues américains ou européens. Combien d'heures par jour êtes-vous confronté à ces problèmes d'infrastructure ? Dans certaines régions, nous subissons jusqu'à 8 à 12 heures de coupure d'électricité quotidienne. Imaginez développer une application, coder et perdre tout votre travail parce que l'électricité a coupé. Nous devons constamment investir dans des systèmes de secours coûteux, générateurs, batteries, systèmes solaires. Tout cela représente des coûts que nos concurrents internationaux n'ont pas à supporter. Et concernant la connexion Internet ? C'est encore plus problématique. Selon les dernières statistiques, seulement 38% de la population africaine a accès à Internet. Et même dans les grandes villes, la qualité est loin d'être stable. Pour le mobile money et les services financiers numériques, c'est dramatique. Quand votre application gère l'argent des gens et que la connexion coupe en pleine transaction, vous perdez instantanément la confiance de vos utilisateurs et la confiance, c'est tout ce que nous avons. Parlons financement. On vante souvent les milliards qui affluent vers les startups africaines. Quelle est la réalité derrière ces chiffres ? La réalité est brutale. Oui, les investissements augmentent, mais ils restent largement insuffisants et surtout mal répartis. En 2024, les startups africaines ont levé environ 6 milliards de dollars. Ça semble énorme, mais c'est à peine 1% des investissements mondiaux dans la tech. Et savez-vous la pire injustice ? Plus de 60% de ces financements sont allés à des startups dirigées par des expatriés ou ayant des fondateurs blancs. C'est vraiment le cas ? Absolument. J'ai vécu cette discrimination directement. Lors d'une conférence à Lagos, j'ai présenté mon projet à côté d'un Français qui venait de s'installer au Nigeria. Nous avions des projets similaires, mais lui a obtenu 2 millions de dollars de financement, tandis que j'ai dû me contenter de 50 000 dollars en amorçage. La différence ? Son passeport européen et ses contacts à l'étranger. Ce biais est systémique. Les investisseurs occidentaux ont plus confiance en ceux qui leur ressemblent, même s'ils n'ont aucune expérience locale. Vous parlez de biais, mais certains diraient qu'il s'agit simplement d'une question de compétences et de réseau. C'est exactement ce discours qui perpétue l'injustice. J'ai étudié à Polytechnique à Paris, avant de rentrer au Sénégal. J'ai travaillé chez Orange et Microsoft. Mes compétences sont indiscutables. Pourtant, dans les réunions avec les investisseurs, je dois constamment surperformer pour prouver ma valeur, alors que mes homologues masculins blancs sont présumés compétents dès le départ. Et parlons des réseaux. Comment voulez-vous que des jeunes issus de quartiers populaires à Bamako ou à Kinshasa aient accès au même réseau que quelqu'un qui a étudié à Stanford ? Cette inégalité d'accès au réseau est précisément ce que nous devrions combattre, pas l'utiliser comme excuse. Vous avez pourtant réussi malgré ces obstacles. Racontez-nous votre parcours.
Comment avez-vous surmonté ces défis pour bâtir DigiAfrica Solutions? Mon parcours a été tout sauf linéaire. Après mes études en France et mon expérience chez Orange, j'ai décidé de rentrer au Sénégal en 2016. J'avais identifié un problème majeur. Les petits commerçants perdaient jusqu'à 15% de leurs revenus à cause des frais exorbitants des services de paiement existants. J'ai donc développé une solution de paiement mobile à faible coût, adaptée aux réalités locales. Au début, c'était juste moi, mon ordinateur portable et une détermination sans faille. J'ai commencé par convaincre 50 marchands du marché central de Dakar d'essayer mon application. Je passais mes journées à les former, à recueillir leurs commentaires, à améliorer le produit. Les 6 premiers mois, je n'ai pas gagné un centime. J'ai utilisé toutes mes économies et vécu chez ma tante pour réduire mes dépenses. Comment avez-vous obtenu votre premier financement? De façon inattendue. Un jour, une cliente américaine a utilisé mon application dans une boutique d'artisanat. Elle était impressionnée par la simplicité du système et a demandé à rencontrer le créateur. Quand elle a découvert que c'était moi, une jeune femme sénégalaise, elle m'a mise en contact avec un fonds d'investissement spécialisé dans les femmes entrepreneurs. J'ai finalement obtenu $200 000, ce qui était énorme à l'époque pour moi. Mais voici ce qu'on ne dit pas. Ce premier financement, je l'ai obtenu grâce à la chance, à une rencontre fortuite. Combien de brillants entrepreneurs africains n'ont jamais cette chance? Ils restent invisibles, malgré leur talent. Et ensuite, comment avez-vous développé l'entreprise? La croissance a été difficile mais constante. Nous avons étendu notre réseau de marchands à tout Dakar, puis à d'autres villes du Sénégal. En 2019, nous avons franchi le cap des 10 000 utilisateurs professionnels. Puis est venue la pandémie de Covid-19, qui a paradoxalement accéléré notre développement. Les paiements sans contact sont devenus essentiels, et notre solution était parfaitement positionnée. Nous avons ensuite levé 1,2 million de dollars en 2020, ce qui nous a permis d'étendre nos opérations à la Côte d'Ivoire et au Mali. Aujourd'hui, nous comptons plus de 100 000 commerçants utilisateurs et notre volume de transactions dépasse les 500 millions de dollars annuels. C'est impressionnant, mais j'imagine que cette croissance s'accompagne de défis spécifiques. Absolument. L'un des plus grands défis a été la réglementation. Chaque pays africain a ses propres règles concernant les services financiers, souvent inadaptées aux réalités numériques. Au Mali, par exemple, nous avons dû attendre 14 mois pour obtenir une licence d'opération, pendant que nos concurrents internationaux continuaient à opérer sans licence grâce à des partenariats avec des banques locales. Et puis, il y a la question des talents. Nous avons un incroyable vivier de jeunes développeurs talentueux en Afrique, mais ils sont constamment débauchés par des entreprises étrangères qui payent 2 à 3 fois plus. C'est un cercle vicieux. Nous formons des talents qui finissent par travailler pour nos concurrents internationaux. On parle beaucoup de la jeunesse africaine comme d'un atout majeur pour l'entrepreneuriat numérique. Est-ce vraiment le cas? Notre jeunesse est effectivement notre plus grande richesse. 70% de la population africaine a moins de 30 ans. C'est une force incroyable. Ces jeunes sont nés avec les technologies mobiles. Ils comprennent intuitivement les besoins locaux et inventent des solutions adaptées à nos réalités. Mais encore faut-il leur donner les moyens de réussir. Et c'est là que le bât blesse. Les systèmes éducatifs restent largement inadaptés aux besoins du marché numérique. Dans mon entreprise, nous devons former nous-mêmes nos recrues pendant 3 à 6 mois avant qu'elles ne soient opérationnelles. C'est un investissement énorme que beaucoup de startups ne peuvent pas se permettre. L'e-commerce en Afrique est un paradoxe fascinant. D'un côté, nous avons un marché potentiel énorme, avec une classe moyenne en expansion. De l'autre, des obstacles logistiques monumentaux. Prenez la livraison par exemple. Dans la plupart des villes africaines, il n'y a pas d'adresse standardisée. Comment livrez-vous un colis quand l'adresse est près du Grand Baobab, derrière la Mosquée Bleue? Nos équipes de livraison doivent souvent appeler plusieurs fois les clients, utiliser des points de repère approximatifs et parfois même envoyer leur localisation en temps réel. Comment les entreprises s'adaptent-elles à ces défis? Par l'innovation forcée. Jumia, par exemple, a développé un réseau de points relais où les clients peuvent venir chercher leurs colis. D'autres startups, comme Max AB en Égypte ou Chari au Maroc, se concentrent sur le B2B, livrant aux commerçants plutôt qu'aux consommateurs finaux, ce qui simplifie la logistique. Mais le principal défi reste le paiement. Dans des pays où moins de 30% de la population possède un compte bancaire, comment monétisez-vous un site e-commerce? Le cash à la livraison reste dominant, mais il pose d'énormes problèmes de sécurité et de flux de trésorerie.
C'est d'ailleurs pourquoi les solutions de paiement mobile comme la nôtre sont si cruciales. Nous construisons l'infrastructure financière qui permettra à l'e-commerce de vraiment décoller. Quelle est l'histoire la plus frappante d'adaptation que vous ayez vue dans l'e-commerce africain? Je pense à Souadou, une entrepreneuse guinéenne que j'ai rencontrée lors d'une conférence à Conakry. Elle a créé une plateforme d'e-commerce spécialisée dans les produits agricoles locaux. Mais elle s'est heurtée à un problème majeur, la méfiance des producteurs vis-à-vis des paiements électroniques. Passons maintenant au secteur du freelance et des services digitaux qui semblent en pleine expansion. Quelle est la réalité pour les freelanceurs africains? Le freelance représente une énorme opportunité pour notre jeunesse talentueuse. Des plateformes comme Andela ont ouvert la voie en connectant des développeurs africains à des clients internationaux. Mais là encore, la réalité est plus nuancée que le discours promotionnel. Premier obstacle, le paiement international. Recevoir de l'argent de l'étranger reste un cauchemar bureaucratique dans de nombreux pays africains. Les restrictions de change, les frais bancaires exorbitants, les délais interminables. Beaucoup de freelances finissent par utiliser des solutions informelles ou des crypto-monnaies, s'exposant à des risques légaux. Deuxième obstacle, la discrimination salariale. Un développeur nigérien ou kényan, même excellent, sera souvent payé 3 à 5 fois moins qu'un développeur européen ou américain pour exactement le même travail. Cette injustice est normalisée par des arguments comme le coût de la vie plus bas, mais elle perpétue les inégalités globales. Par la collectivisation des efforts, nous voyons émerger des communautés de freelancers qui partagent leurs connaissances, négocient ensemble et créent leurs propres agences. À DigiAfrica Solutions, nous avons lancé une initiative appelée Digital Bridge, qui aide les freelancers à gérer leurs paiements internationaux et leurs taxes tout en leur offrant un cadre légal sécurisé. Mais la vraie solution serait une réforme profonde des systèmes de paiement internationaux et une réglementation plus adaptée au travail numérique. C'est un combat politique et économique que nous devons mener collectivement. Vous avez évoqué plusieurs fois la pression familiale comme un défi spécifique. Pouvez-vous développer? C'est une réalité que beaucoup d'entrepreneurs africains vivent quotidiennement, mais dont personne ne parle ouvertement. Dans nos cultures, la réussite individuelle n'existe pas vraiment. On réussit pour sa famille, sa communauté. Quand vous lancez une start-up, vos proches s'attendent souvent à des retours rapides, concrets. J'ai des amis entrepreneurs qui doivent justifier chaque jour pourquoi ils continuent à travailler sur leur projet alors qu'ils pourraient avoir un emploi stable dans une banque ou une multinationale. D'autres subissent une pression immense pour embaucher des membres de leur famille, même s'ils n'ont pas les compétences requises. Comment gérez-vous personnellement cette pression? Au début, c'était très difficile. Ma mère ne comprenait pas pourquoi j'avais quitté mon emploi bien payé chez Orange pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Elle craignait pour mon avenir, ma sécurité financière. Pendant les 2 premières années de DigiAfrica, quand je ne me versais pratiquement pas de salaire, la situation était tendue. Ce qui a changé la donne, c'est quand j'ai pris le temps d'expliquer véritablement ma vision, mes objectifs à long terme. J'ai emmené ma mère dans nos bureaux, lui ai montré notre travail, lui a présenté l'équipe. Petit à petit, elle est devenue ma plus grande supportrice. Aujourd'hui, je consacre une part importante de mon temps à éduquer les familles de mes employés sur ce que nous faisons. Nous organisons des journées portes ouvertes spéciales pour les parents et les proches. Cela crée un environnement plus compréhensif et soutenant. Face à tous ces défis, infrastructures déficientes, accès limité au financement, pression culturelle, comment gardez-vous la motivation? Je puise ma motivation dans l'impact concret que nous créons. Chaque fois qu'un petit commerçant me dit que grâce à notre solution, il peut maintenant accepter des paiements mobiles et augmenter ses revenus de 30%, je me rappelle pourquoi je fais ce métier. Et puis, il y a cette conviction profonde que nous sommes en train d'écrire l'histoire. L'Afrique a manqué les précédentes révolutions industrielles, mais la révolution numérique est notre chance de rattraper ce retard, de créer notre propre modèle de développement. Je suis également porté par une responsabilité envers les jeunes femmes africaines qui rêvent d'entrepreneuriat. Quand j'interviens dans les universités ou les incubateurs, je vois ces regards pleins d'espoir. Je me dois d'ouvrir la voie, de montrer que c'est possible malgré les obstacles. Parlons justement des femmes dans l'entrepreneuriat numérique africain. On entend beaucoup parler de Women Empowerment, mais quelle est la réalité? La réalité est brutale. Moins de 15% des startups technologiques africaines sont fondées par des femmes. Et celles qui le sont reçoivent en moyenne 5 fois moins de financement que celles fondées par des hommes. Dans les conférences tech, je me retrouve souvent comme seule femme PDG parmi des dizaines d'hommes. Et quand je prends la parole, je dois constamment prouver ma légitimité, ma compétence technique. On me pose des questions qu'on ne poserait jamais à un homme. J'ai même vécu des situations où des investisseurs s'adressaient à mon directeur technique masculin en assumant qu'il était le fondateur.
alors que j'étais assise juste à côté. Ces micro-agressions quotidiennes sont épuisantes. Quel conseil donneriez-vous à un jeune Africain ou une jeune Africaine qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat numérique? Mon premier conseil, résolvez un problème réel, que vous comprenez intimement. Trop de startups échouent parce qu'elles copient des modèles occidentaux sans les adapter aux réalités locales. Observez votre environnement, identifiez les frictions et créez une solution qui fait vraiment sens dans votre contexte. Deuxième conseil, construisez une équipe solide. L'entrepreneuriat est un sport d'équipe, pas une aventure solitaire. Entourez-vous de personnes qui complètent vos compétences et partagent votre vision. Troisième conseil, soyez patient et résilient. Les succès fulgurants qu'on voit dans les médias sont l'exception, pas la règle. Préparez-vous à un marathon, pas à un sprint. Nous construisons les fondations d'une nouvelle économie, cela prend du temps. Et enfin, connectez-vous aux communautés d'entrepreneurs existantes. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir surmonté ces obstacles et nous sommes prêts à partager notre expérience, à ouvrir des portes. Ces conseils sont précieux. Pour conclure, quelle est votre vision pour l'avenir de l'entrepreneuriat numérique en Afrique dans les 10 prochaines années? Je vois une Afrique qui devient un hub mondial d'innovation, où nos contraintes sont transformées en avantages compétitifs. Je vois une nouvelle génération d'entrepreneurs qui créent des solutions adaptées non seulement à l'Afrique, mais exportables vers d'autres marchés émergents, en Asie ou en Amérique latine. Je vois un écosystème plus mature, avec des fonds d'investissement africains qui soutiennent nos propres champions, réduisant notre dépendance aux capitaux étrangers. Je vois des infrastructures numériques robustes, résilientes, qui permettent à chacun d'innover sans se soucier des coupures d'électricité ou de connexion. Surtout, je vois une transformation profonde de nos économies, avec des millions d'emplois qualifiés créés dans le secteur numérique, offrant à notre jeunesse des perspectives d'avenir sur leur propre continent sans avoir à émigrer. Cette vision n'est pas utopique. Nous posons déjà les fondations de cette révolution, mais pour y arriver, nous devons être honnêtes sur les défis à relever, collaborer au-delà des frontières et surtout croire en notre capacité à réinventer nos propres modèles de développement. Fatoumata Diawara, votre franchise et votre passion sont inspirantes. Nous avons abordé aujourd'hui des vérités souvent passées sous silence, mais aussi des raisons concrètes d'espérer. Merci infiniment pour cette conversation authentique. Merci à vous, Adams, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que cette discussion contribuera à une vision plus réaliste, mais aussi plus optimiste de l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Les défis sont immenses, mais notre détermination l'est tout autant. Et c'est cette détermination qui transformera le continent. Vous venez d'écouter La vérité que personne ne dit sur l'entrepreneuriat numérique en Afrique. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines conversations sans filtre. À très bientôt.